On estime aujourd'hui communément qu'un artiste a d'autant plus de valeur qu'il est plus surgi, qu'il sait plus inventer de toutes pièces et qu'on lui reconnaît moins de parents. Une œuvre en inspire une autre. C'est cet interminable fil d'influences qui font confirmer la création artistique et le développement de l'art. Ce qu'on appelle maintenant fièrement le métier est surtout l'ignorance complète de la technique picturale et n'est le plus souvent qu'un infâme barbouillage. Pour avoir trop bien compris que c'est avec les beaux sentiments et les nobles pensées qu'on fait les plus pures œuvres d'art, le peintre a résolu de n'exprimer plus de pensées ni sentiments du tout. Je voudrais que l'on me comprît. Ce qui ne me plaît pas, c'est d'entendre déclarer péremptoirement « ceci est de la vraie peinture » en raison de l'absence même de sujet. Le sujet n'est souvent qu'un prétexte aux recherches d'un véritable artiste, mais il peut aussi quelquefois inspirer des attitudes et des gestes qui entraînent l'invention de belles formes et avec elles contribuent à l'émotion spirituelle. De là, la notion de grand art qui est la sublimation de toutes les facultés. De là, l'universalité des génies de l'art qui étaient en même temps en toutes choses et poètes, et savants, et penseurs. Il semblerait que Serge Ivanov ait tenté tout au long de son existence de retenir un monde de valeurs qui sombrait. Ses parents vénéraient les arts, et l'on peut supposer que la guerre, puis la révolution d'octobre, furent vécues par cet étudiant aux Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg comme une rupture entre le monde à venir et celui qu'il avait appris à aimer. L'une de ses filles, Galia Ivanov, nous raconte comment il quitta sa Russie natale. Est-ce que vous savez pourquoi votre père est parti plus tard? Mais il est parti parce qu'il n'a pas pu partir tout de suite, je crois. Il ne pouvait pas partir tout de suite. Il a été d'ailleurs hébergé chez un grand peintre qui s'appelait Riepin, en Russie, c'est-à-dire en Finlande plutôt qu'en Russie, parce qu'il habitait à la limite de la Finlande et de la Russie. Et c'est comme ça que mon père a pu aller chez lui. Il a été hébergé 2 mois chez lui, dans sa maison de campagne, c'est une dacha. Et c'est là qu'il a vécu ces 2 mois. Et après, il est venu après en Angleterre. Il est parti pour l'Angleterre après. Et là, il avait fait des dessins sur la famine, qui étaient fort intéressants, que nous avons encore d'ailleurs, qui sont très passionnants. Et en Angleterre, on a édité certains de ses dessins, quand il est arrivé en Angleterre. Puis après, il est venu en France nous rejoindre. Voilà. Et nous avons pu vivre ensemble à cette époque-là, un peu plus tard. Voilà. Nous sommes en 1922 et vivre de sa peinture ne fut pas facile à Serge Ivanov dans les premières années de son arrivée à Paris. Bien que fréquentant les milieux du journalisme et de la publicité,
Il ne devint l'un des grands reporters du journal L'Illustration que beaucoup plus tard. M. Falaise, qui collaborait également en tant que journaliste, se souvient. Je le voyais régulièrement, plusieurs fois, pendant c'est pas des mois, des années, n'est-ce pas? Eh bien, il est certain que j'ai vu tout de même que il y avait une différence euh, euh, entre quand il était arrivé et puis quand il est parti. Où il pouvait donner, enfin, je sais pas moi, peut-être même un thé et tout ça, enfin, d'une manière même. À la russe, honteux, c'est le russe. Il crève plus que d'autres de misère et il dépense plus que d'autres, il fait le grand seigneur plus que d'autres. C'est le russe. C'est même de ce côté-là qu'il y a de la sympathie aussi. Ce portrait était quelque chose de fabuleusement beau. Et mon père l'a fait très rapidement. Je sais qu'il a été capté comme ça. Justement, c'est pourquoi je dis que je pense que c'était un médium. Et je me souviens que j'étais encore enfant, j'ai vu ce portrait dans le premier atelier où nous avons vécu. Et en entrant, c'est fou, j'étais effrayée par ce regard, qui était d'ailleurs très beau, mais tellement fort, tellement profond en même temps. Mais un être tellement savant, certainement très savant, ce moine, c'était une merveille. Je l'ai toujours dans les yeux. Il aimait le portrait parce il s'intéressait beaucoup au visage, il était très physionomiste et il prenait tout de suite, non seulement la ressemblance, mais l'intériorité de ces êtres-là. C'est ça qui était merveilleux, absolument. Comme ils étaient, à tout âge de la vie d'ailleurs. Rien n'était assez difficile, jamais. Et il le faisait remarquablement bien. C'était merveilleux. Il a travaillé à ses dessins, même sur le Moyen-Âge, avec des loupes, que d'ailleurs j'ai conservées, que pieusement je conserve certains souvenirs de lui. Avec des loupes, et cette loupe, c'était merveilleux parce que c'est tout ce qu'il a pu faire sur ces dessins moyenâgeux, sur Tristan et Isolde, qui étaient des dessins relativement petits quand même. Bien sûr, ça s'inscrivait, c'était peut-être assez grand comme ça pour les gens, mais enfin c'était tellement inclus et serré, le dessin était tellement serré, noble et beau, que vraiment c'était un énorme travail, de grande patience. Or mon père n'était pas toujours très patient, mais là il avait toutes les patiences lorsqu'il dessinait. En fait, je trouve que il a eu beaucoup de noblesse de travailler comme il l'a fait, toute une vie, d'affronter certaines choses qui n'étaient pas toujours plaisantes, même avec sa famille, c'était pas toujours plaisant de penser qu'on laisse peut-être un peu à l'écart une famille. Ça n'a pas été toujours très drôle pour lui. Mais il a dû braver tout ça. Et ça devait être pénible par moments. Je crois que c'était extrêmement pénible pour lui. Donc vous avez une sœur qui a fait de la danse. Alors oui, ma sœur Marianne a fait de la danse à l'opéra à Paris. Elle était première danseuse. Et après ça, elle est partie faire des tournées avec son mari en Amérique. Un peu, en Amérique, oui. C'est un peu exilé en Amérique quelques années. Voilà. Et nous étions à Paris avec ma jeune sœur, parce que j'ai une jeune sœur qui a quand même plus de 10 ans de moins que moi, et qui s'est élevée avec nous, avec ma mère. Nous entendons très bien d'ailleurs. Et nous étions une famille très très unie avec ma mère. Nous aimions énormément. Voilà. Et l'argent pour nous ne comptait pas du tout. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions très, très épris les unes des autres. Oui, nous étions heureux.
En 1937, l'Illustration lui propose de se rendre en Italie auprès du Saint-Siège, car le pape Pie XI est gravement malade. De ce voyage, il ramènera une moisson d'impressions picturales qui lui feront partager encore davantage l'admiration de son grand ami le peintre Émile Bernard pour les grands classiques italiens. Invité à peindre peu après le cardinal Verdier sur son lit de mort, Serge Ivanov prendra réellement conscience de ses possibilités et se libérera principalement de l'influence de Poussin, qui avait orienté un temps sa recherche vers l'idéalisation de la forme. Bouleversé par la profonde humanité des portraits de Franz Hals, l'œuvre d'Ingres demeurera néanmoins à jamais pour lui une révélation. Il épuisera un encouragement dans une voie qu'il avait déjà fait sienne, celle d'atteindre au détachement lucide qui laisse intacte l'émotion devant le modèle par une extraordinaire puissance d'observation. Parmi les écrits qu'il nous a laissés, on peut lire « Tout me plaît et m'attire chez Ingres, et ses recherches picturales, et son caractère têtu et sérieux. Et quel enseignement pour nous, son œuvre et son savoir de la grande forme. » En 1950, il est envoyé à un congrès de l'ONU et décide de se fixer quelque temps aux États-Unis. Mais c'est à Buenos Aires que mûrit en lui le secret désir de fonder une académie d'art classique de portée internationale. Un changement de régime ruine ses espérances et le pousse à regagner la France à la fin des années 60. C'est à cette période qu'il sera sans doute le plus soumis à de pressantes questions d'ordre existentiel. Il en cherchera les réponses dans les grands mythes grecs, les rituels secrets, la Genèse. Dans le même mouvement, sa peinture émerge d'un classicisme rigoureux pour des formes plus mouvantes, plus vibrantes, nous rendant sensibles la présence de l'air, de l'eau, de la pierre, du feu, et nous livrant d'émouvants personnages contraints de fuir sous des ciels sombres, rappelant le tragique de ceux du Gréco. Sa touche est nerveuse, précise, lumineuse, plus vivante parce que libérée. Il a fait tout un cycle en somme. Parti de là, il est revenu à sa famille et il était libéré. Mais il nous est vraiment revenu. Oui, c'était quelque chose de très bizarre. Il nous a manqué beaucoup. Je sais qu'il m'a manqué beaucoup, mais je ne lui en veux pas. Je lui pardonne. Vous pensez que la peinture de la fin de sa vie est liée à ses révoltes intérieures? Oui, je pense, puis à ses désirs intérieurs. Puisque ces femmes aussi, c'était son désir intérieur, c'était la femme en général, puisqu'il avait une telle admiration pour la femme en général. Et ce n'était pas une question d'âge pour lui, une question de jeunesse, c'est aussi bien dans la pleine maturité de l'âge, un certain âge d'une femme. Il l'appréciait, il estimait quand elle était bien, il y avait de quoi estimer. C'est très inhérent à cette façon de voir de papa, qui voyait les choses comme ça, justement. C'est symbolique de la femme, qui, elle, est un être peut-être supérieur, comme il le disait dans beaucoup d'occasions. Mais pas seulement parce que c'est une jupe ou le sexe, bon, c'est autre chose. C'est toute la femme elle-même, tout ce qu'elle a en elle de profondeur, de richesse intérieure, de beauté, quelquefois morale, quelquefois c'est le contraire, peut-être, en effet, elles sont démoniaques. Ainsi Ivanov nous joue-t-il le mauvais tour de devoir nous interroger sur le sens de sa vision. Inquiétude, pressentiment ou avertissement qu'il exprimait ainsi. L'humanité aura besoin bientôt de se retrouver devant la face de Dieu. Elle devra se réaliser moralement
en dehors du matérialisme, et ce n'est qu'en étudiant le nouveau monde de l'humain qu'elle pourra retrouver la paix.